de façon globale, on peut évaluer l'avancement des travaux pour toutes les infrastructures à 85%. Mais il y a des infrastructures qui sont un peu plus avancées par d'autres et d'autres qui sont encore un peu en arrière. Il y a encore d'autres activités qui n'ont pas encore commencé. Mais d'abord, il y a ce qu'on appelle les infrastructures provisoires, c'est-à-dire les hangars d'accueil, c'est-à-dire là où les réfugiés, quand ils arrivent, on les héberge temporairement avant qu'ils ne construisent leurs propres abris. Ça, ce sont des activités qui sont terminées. Il reste à mettre le shooting dès qu'on nous annonce le premier convoi. Et il y a ce qu'on appelle le bureau pour les partenaires. C'est une infrastructure de service, une infrastructure administrative pour les partenaires. Et cette infrastructure, il est à 85% d'achèvement parce qu'il reste la cause des hystéries seulement. Sinon, le pavement, tout a été fait. Il y a ce qu'on appelle la salle polyvalente, c'est-à-dire où on tient des réunions de l'Assemblée générale des réfugiés. C'est une infrastructure qui est aussi déjà achevée. Et il reste la pose des vitres, donc le vitrage. Il y a la bibliothèque, c'est au même niveau que la salle polyvalente. Il reste le vitrage, puisque les officiers sont déjà mis en place. Au niveau des quatre blocs de salle de classe, les 4 blocs de salle de classe sont à peu plus ou moins terminés parce qu'on est en train de faire la finition et il reste aussi le vitrage. Mais pour le nouveau, donc là où nous sommes en train de faire cette interview, c'est là où les blocs sont déjà terminés, il reste le vitrage et le contrôle général. Mais quand même, il y a 4 blocs aussi, ça fait 12 salles de classe où on est déjà au niveau de la fouille de fondation. Mais sinon, le premier bloc, c'est plus ou moins terminé. La partie là que vous avez vue qui est vide, mais avec des maisonnettes, ça sont des latrines vidangeables. Donc il est prévu 2 latrines par quartier. Ça, on a déjà débroussaillé pour les 20 premiers quartiers. Ça, c'est déjà terminé. Et on est en train de construire 20 latrines pour 40 latrines plutôt pour cette partie que vous jugez vide. Donc ça va accueillir progressivement les abris pour les convois des réfugiés qui vont venir. Mais on a déjà préalablement installé la trine pour que les trouvent déjà que les latrines sont sur place. En principe, depuis 2013-2014, il y a ce qu'on appelle l'approche d'autonomisation. C'est-à-dire qu'on essaie d'impliquer le bénéficiaire dans toutes les activités qui sont organisées au niveau du camp. Au niveau de la construction des abris, COPED, si le financement du HCR va donner ce qu'on appelle le kit construction, les perches, les clous, les tôles. Ce sont les gens même qui vont construire style l'accompagnement dans la technicité de COPED. C'est-à-dire l'implantation de la parcelle, c'est fait par COPED. L'implantation de la maison, c'est fait par COPED. Le suivi de la construction, c'est fait par COPED. Ça veut dire que le réfugié, on lui donne seulement le kit. Je note néanmoins que pour les cas de gens des vulnérables, les gens qui ne sont pas dans la capacité de construire, il y a un budget pour COPED, pour construire, pour prendre en charge totalement la construction des abris. En général, quand les réfugiés arrivent au niveau du centre de transit de Ruyigi, avant d'être embarqués vers le camp de Nyankanda, il y a ce qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire tous les cas de vulnérables sont déjà identifiés par une autre organisation qui s'appelle IRC. Donc nous allons agir par rapport aux listes qui nous sont transmises par l'IRC quand il faut l'identification au moment où il y a des arrivées. Les critères d'identification de vulnérables, ça regarde beaucoup plus l'IRC que COPED. Nous, on travaille sur les listes qu'on nous a transmises. Alors pour ces cas-là, on a déjà un fonds pour construire des abris pour ces gens-là. Sinon, pour les autres, pour des cas où, par exemple, il y a un ménage de 2 personnes, de 3 personnes, ou à marier une femme avec des petits-enfants, là, on fait appel à ce qu'on appelle la solidarité communautaire. On demande à ce que les réfugiés s'entraident mutuellement pour aider ceux qui ne sont pas capables de construire les abris. Sinon, pour construire les abris, on leur demande à ce qu'ils utilisent les forces physiques, les bras. Mais malheureusement, on a vu que peut-être qu'ils ne sont pas habitués à construire des maisons chez eux. Des fois, on voit qu'il fait appel à une main-d'œuvre burundaise pour les aider à construire des maisons. C'est ce qu'on a remarqué avec les autres camps déjà fonctionnels actuellement. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on est plus ou moins prêt à accueillir les premiers convois pour les raisons suivantes. D'abord,
l'eau elle est déjà arrivée au niveau du camp. Parce que c'est le préalable pour qu'on puisse commencer à installer déjà, il faut avoir de l'eau. Donc l'eau est déjà sur place. Les hangars d'accueil, ce qu'on appelle les hangars d'hébergement temporaire, sont déjà terminés. Et même les latrines, les douches sont déjà terminées. Donc on peut avoir ou caser les premiers convois qui arrivent. Le hangar de distribution, c'est-à-dire là où on donne des vivres, il est déjà prêt. Donc le hangar de distribution est déjà prêt. Il reste peut-être le bureau, donc plutôt le bâtiment de bureau administratif qui n'est pas encore totalement prêt. Mais je pense que d'ici 15 jours, le bâtiment sera aussi prêt parce qu'il reste que mettre les huisseries et le vitrage et peut-être les sanitaires. Je pense que dans 15 jours, on peut estimer qu'on peut accueillir les premiers convois. Alors, au niveau des parcelles, on a déjà implanté les parcelles, on a déjà implanté les places pour les abris. Il y a des latrines qui sont déjà prêtes, ou même il y a à peu près 20 latrines qui sont déjà terminées et fermées. Donc, s'ils ont des latrines, alors déjà, au moment où ils arrivent, il y a des fournisseurs de matériaux locaux, notamment les perches. Là, on va directement faire appel à ce fournisseur pour qu'il amène directement les kits de construction, notamment les perches, les roseaux, les cordes, pour qu'on donne aux réfugiés afin qu'ils puissent construire. Sinon, pour la couverture, les tôles sont déjà commandées et achetées, ça se trouve au niveau de stock de COPED. Au niveau de... Bon, les contraintes, il y en a. D'abord, c'est que la zone, c'est une sorte de forêt. Donc une sorte de forêt avec beaucoup d'herbes. Donc l'aménagement du terrain nous a été beaucoup plus difficile et nous a pris beaucoup de temps parce que c'est entré avec beaucoup plus d'arbustes et beaucoup d'herbes. Et donc ça nous a fait beaucoup de problèmes au niveau de dégagement. Un autre contexte, c'est que dans la région, c'est une région qui est très peu habitée. On a manqué la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qu'on a eue était encore plus chère parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc on a manqué vraiment la main-d'œuvre, ce qui a un peu ralenti. Au niveau logistique, nous avons eu un problème beaucoup plus au niveau des transports des matériaux en provenance de Bujumbura. Parce qu'on avait besoin de beaucoup de ciment. Par exemple, on utilisait 100 sacs de ciment par jour. Alors que les camions d'IRC qui nous approvisionnaient en matériaux importés n'ont qu'une capacité de 5 tonnes chacun. Donc on a eu des problèmes d'approvisionnement et des fois on a eu recours à des camions privés pour qu'on puisse essayer d'augmenter le rythme de construction. Ça c'est vraiment un problème majeur qu'on a rencontré en termes d'approvisionnement. Et au niveau de la matière locaux, nous avons rencontré des problèmes en rapport avec les permis d'exploitation des carrières, les permis d'exploitation des bois. Et il y a eu une nouvelle législation au niveau du ministère de l'Environnement qui fait qu'un fournisseur retenu doit d'abord entamer des procédures d'acquisition des terrains où il peut exploiter les moellons, la carrière, des terrains où il peut couper les arbres. Et ça nous a pris du temps pour que ces gens puissent avoir des permis d'exploitation. Ce n'était pas habitué. Dans le temps, ça ne se passe pas comme ça. La première recommandation, c'est qu'on puisse être approvisionné en matière importée régulièrement et en quantité suffisante pour que cela ne puisse ralentir l'évolution des travaux, l'avancement des travaux. Et ça, c'est vraiment le premier préalable de l'approvisionnement. Disons, le premier problème que nous avons, c'est l'approvisionnement. Si on opte à nous fournir en temps réel les matériaux souhaités, je pense que ça peut faire marcher. Mes impressions sont bonnes. D'abord, sont bonnes parce que je suis satisfait du rythme d'avancement. Ça fait déjà 3 mois qu'on a débuté ce camp. Là où vous voyez des infrastructures qui sont belles, il y avait de la forêt, il y avait beaucoup de forêt. Vous voyez maintenant que c'est vraiment une zone qui est intéressante. Vous voyez qu'il y a des infrastructures qui sont montées comme des champignons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me satisfait parce que le rythme de construction a été excellent pour moi. Une autre chose, c'est que pour ce camp, c'est un camp
innovatif en termes d'infrastructure. On l'a appelé camp modèle. Et on l'a appelé camp modèle. Pourquoi? Parce que toutes les infrastructures que vous voyez, c'est en dur. Même les latrines sont en dur. Si ce n'est que le seul bâtiment de distribution qui est en tôle, sinon tous les autres bâtiments sont en dur. Ce n'est pas le cas pour les autres camps, parce que pour les autres camps, il y a que quelques infrastructures qui sont en dur, le reste c'est fait en bois. Par exemple, les écoles, au niveau des autres camps, ce sont des écoles en bois. Partie en bois, partie en dur. Mais ici, c'est totalement en dur. Si ce n'est pas un secret pour vous, pour les partenaires financiers, pourquoi vous avez pensé à construire un tel camp en dur et vous l'avez appelé camp modèle, alors que nous savons que les réfugiés viennent pour passer juste relativement court et retourner chez eux? En principe, c'est que dans le temps, on a eu beaucoup de plaintes au niveau de l'administration locale qui disent que quand on installe les camps, on les installe avec des matériaux provisoires et quand les camps sont fermés, le pays qui a accueilli les réfugiés ne bénéficie rien du départ de ces réfugiés parce que les investissements sont en provisoire et des fois on les détruit. Et alors, plusieurs plaintes qui ont été formulées de la part des différentes administrations qui ont accueilli les réfugiés, ils ont chaque fois souhaité à ce que pour les prochains cas, on puisse les construire en dur afin qu'au départ des réfugiés, l'administration puisse récupérer ces infrastructures pour les exploiter et pour d'autres raisons communautaires, notamment les écoles, notamment les centres de santé, notamment des villages, donc le regroupement des gens en village pour occuper les abris qui sont restés par les gens qui partent. C'est vraiment, je pense que c'est dans ce cadre-là que l'OHCR a pensé à faire l'innovation en termes de construction d'un nouveau camp avec des matériaux durables.